Bonjour à tous, je propose qu'on commence, comme ça on est bien à l'heure pour tout le monde. Vous entendrez certainement des bing bing quand les gens se connecteront. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions par la conversation. Nous sommes deux donc à gérer cette réunion et nous pourrons donc répondre à vos questions techniques si vous en avez. Et je propose du coup qu'on commence. Bienvenue. Donc, cette première réunion s'inscrit dans un plan de soutien que nous avons mis en place au niveau de la PAX pour aider le secteur des aînés face à la situation du coronavirus. Et donc, nous vous proposons une série de webinaires ou de réunions virtuelles thématiques pour vous présenter des outils pratiques que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Et donc, cette première réunion porte sur la gestion des risques face à ce déconfinement que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, la PAX est connectée et représentée donc par moi-même, Laure Ristache. Je travaille depuis 3 ans maintenant pour le secteur des aînés. Je découvre encore les spécificités, mais j'ai déjà eu de nombreuses occasions de travailler avec vous sur certaines thématiques propres à vos institutions qui me permet donc aussi d'adapter tout le contenu que nous avons aujourd'hui par rapport à ça. Et donc, ma collègue Laurence est également présente avec nous. Voilà, bonjour à tous. Alors moi, je suis membre de la PAX depuis février. Je suis infirmière de formation et je travaille avec Laure dans la partie formation, dans le secteur formation de la PAX et je l'aide également dans le secteur des aînés. Alors du coup, ce que nous avons prévu avec vous maintenant, c'est donc de parler gestion des risques en vous présentant un outil de gestion des risques qui est assez simple, quoique peut-être très compliqué aussi. Nous avons essayé de vous formuler une manière rapide de pouvoir le faire avec vos équipes sur place pour trouver voilà, des solutions rapidement. Laurence partira alors sur des recommandations déconfinement qui ont été publiées par Eriscare et par la VIC. Donc ici, encore une fois, la PAX est une association qui est experte méthodologique en amélioration continue. Nous ne sommes pas des experts de contenu. Donc ici, nous faisons que retransmettre ce que nous avons pu trouver pour vous en termes de recommandations. Et nous aurons aussi un moment de partage d'expérience par la suite. Alors la gestion des risques, c'est une thématique qui est propre à l'amélioration continue, qui est propre à l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des résidents dans votre cas. Alors, qu'est-ce que c'est la démarche des risques? C'est en fait faire en sorte qu'on maîtrise tous les dangers au sein de notre institution. Il faut prendre connaissance des risques, il faut pouvoir les éliminer, les prévenir, pour assurer du coup une protection vis-à-vis d'une prise en charge de patients, de résidents, même de votre personnel dans ce cas-ci. Et donc voilà, la gestion des risques est une partie de l'amélioration continue qu'il faut prendre en compte. Il y a 2 approches qui existent. Il y a l'approche a posteriori, et donc là, pour certains qui connaissent déjà tout ce qui est événements indésirables ou qui ont les registres de chute, d'escar, contention, tout ce qui va avec. Donc l'idée là, dans une approche a posteriori, qui ne concerne pas spécialement ici, mais on vous la présente quand même, c'est donc le fait qu'on déclare quelque chose qui n'a pas été, un incident, qu'il soit grave ou pas. Et c'est alors l'idée d'aller enquêter, d'analyser, de pouvoir identifier ce qu'on peut améliorer pour après prévenir la répétition d'incidents de ce type-là. On prend un exemple très facile quelque part, c'est un résident qui chute dans le couloir parce qu'il y avait un bout du revêtement qui était replié sur soi-même. Ben voilà, ça a été déclaré, enregistré, vous avez enquêté, analysé, et votre action d'amélioration est de réparer le revêtement dans le couloir pour que cet incident ne se répète pas. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est une approche a priori. Donc, on va aller chercher les risques, on va essayer de les identifier à l'avance. Donc, l'idée ici, c'est d'identifier les défaillances d'un processus. On va essayer de chercher des causes, on va essayer de prévenir en essayant de trouver des actions d'amélioration pour qu'on prévienne l'apparition de ces incidents potentiels. Donc ici, euh, clairement, dans la crise actuelle, c'est le dépistage Covid qu'on peut mettre en place pour éviter que
voilà, le virus entre dans notre institution. Alors par contre, la gestion des risques, ça ne veut pas dire qu'on va être des maîtres et qu'il n'y aura plus jamais d'incidents dans nos institutions, parce que le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours des incidents, il y aura toujours des événements indésirables de vos institutions. Et donc voilà, l'idée de la gestion des risques, c'est vraiment de se concentrer sur la prévention et la récupération éventuelle d'erreurs, et donc essayer de minimiser au maximum le risque. Voilà, encore une fois, la gestion des risques, c'est prévenir et récupérer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a identifié les failles au sein d'un système? C'est pour améliorer la sécurité des résidents. Si vous avez pu identifier tous les risques et les erreurs potentielles qu'il pourrait y avoir, ben, vous allez pouvoir en déterminer les causes et en prévenir leur survenue dans le futur. C'est vraiment cette idée qu'on a quand on fait une gestion des risques. Quand on parle de gestion des risques, dans tout ce qui est méthodologie d'amélioration continue, il y a 3 types de barrières qui sont donc identifiables. Et tout ce qui est barrière de prévention, on va empêcher la survenue de l'erreur ou d'un accident. Il y a des barrières de récupération, donc il y a une erreur qui a été commise, mais on peut la récupérer avant qu'il y ait des conséquences. Et il y a des barrières d'atténuation des effets. Donc là, il y a eu un incident, mais voilà, on arrive à limiter les conséquences derrière. Donc l'idée dans une analyse de risque et avec l'outil qu'on vous propose maintenant, c'est de faire un maximum de barrières de prévention pour qu'on prévienne l'erreur, qui est un problème de contamination qui se déclare suite à une action que vous auriez mis en place. Les autres barrières sont également à mettre en place et qui permettent voilà, de faire en sorte que la crise ou l'incident que vous essayez de contenir soit prévenu. Donc, c'est un système sûr dans votre institution combine ces 3 types de barrières. Il est important à chaque fois de bien identifier ce que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir arriver. Alors, on en revient à la partie très pratico-pratique. Donc, on a un outil d'amélioration continue à vous proposer qui est l'AMDEC ou l'AMD. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, voici l'acronyme tant redouté. L'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Alors, ici, on vous propose de le faire AMD. Alors, pas le C, parce que c'est un effet de criticité où on va voir voilà, quel est le cas, le risque vraiment critique par rapport à un risque. Et donc, on peut tout à fait faire la première partie des lettres, donc c'est d'analyser les défaillances et l'effet sur votre processus. Alors, c'est une méthode d'analyse prospective qui identifie les défaillances potentielles d'un processus de soins ou même un processus logistique. On va vraiment point par point essayer de voir quels sont les éléments critiques. On va faire une analyse de risque, une analyse de fiabilité. Est-ce que c'est bien ce qu'il faut faire à ce moment-là pour y arriver? Et on peut donc l'utiliser dès la conception d'un système. Donc, par exemple, vous êtes une institution qui a reçu des nouveaux financements pour créer une nouvelle aile, vous prévoyez un déménagement, et bien faire une analyse de risque par rapport à un déménagement ou par rapport à la conception d'une salle d'attente, d'une salle de repos, ou mettre l'ascenseur, etc. Ben voilà, ça permet d'être utilisé. Mais on peut aussi utiliser cette méthode lors d'une réconception d'un système pour l'optimiser. Donc, par exemple, ici, en déconfinement. Vous étiez habitué à travailler selon une manière. Il y a plein de barrières de prévention maintenant et de distance physique qu'il faut maintenir avec des risques, etc. Ben voilà, cette méthode vous permet vraiment d'aller étape par étape identifier ce que vous pouvez optimiser. Or, l'AMDEC ou l'AMD, quelles sont les grandes étapes? Ben, finalement, c'est assez simple, vous allez me dire, mais voilà, parfois, il faut pouvoir prendre le temps de s'arrêter sur chacune des étapes. Premièrement, il faut sélectionner la situation à risque et organiser la démarche. Vous allez ensuite analyser la situation et identifier les risques potentiels. Vous allez évaluer le risque. Vous allez identifier des actions de prévention que vous pouvez mettre en place en fonction de votre contexte. Je viendrai là-dessus par la suite. Et puis, vous allez suivre les risques et les pérenniser dans le temps. Et après, ne vous inquiétez pas, détailler chacune des étapes. Alors, on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc, l'idée aussi, c'est d'après pouvoir faire des cycles d'évaluation ou de réévaluation, le fameux PDSA, Plan Duty Study Act, où voilà, vous allez planifier, faire des choses, les évaluer pour après réanalyser la situation et voir si les risques sont toujours les mêmes ou si vous avez quelque chose
à réadapter par rapport à ce que vous avez mis en place qui ne fonctionnerait pas très bien ou qui n'a pas eu le résultat que vous souhaitiez avoir. Donc voilà, c'est une démarche vraiment continue. Alors, je vais reprendre maintenant étape par étape un petit peu les éléments que vous pouvez faire. Alors, quand on parle de la première étape, de sélectionner la situation à risque et d'organiser la démarche, ben, c'est tout ça en fait. C'est simplement de choisir quel processus vous allez analyser étape par étape. Alors, on est en période de déconfinement, donc on n'a pas énormément de choses par rapport au virus même, mais on a pensé à, voilà, à toutes vos activités récréatives qui vont reprendre, les activités coiffure, manicure, les jeux de société, les animations, des gâteaux d'anniversaire, la distribution du courrier. Ça peut aussi être par rapport à la rééducation fonctionnelle, tout ce qui était marche, consultation de rééducation, voilà. Il y a plein de choses qui vont se réactiver maintenant. Et donc, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer les risques par rapport à ce virus maintenant qui est encore et toujours dans notre pays? Et donc, voilà, l'idée d'abord de choisir voilà, un processus sur lequel vous allez vous concentrer. Vous pouvez tous les faire, bien sûr, c'est l'objectif quand vous allez déconfiner toutes vos institutions. Voilà, mais il est important de choisir un processus bien défini. Vous pouvez encore aussi choisir les consultations paramédicales avec des intervenants extérieurs, par exemple, tout ce qui est colis des résidents, les visites des proches qui reprennent. Ça, il y a une grande demande pour le moment, donc ça peut être intéressant de se plonger là-dessus. Les repas, comment est-ce que vous allez réorganiser les repas? Vous avez ici une photo d'une institution française. Mais voilà, j'ai essayé de trouver une photo pour montrer. Voilà, ils essayent de faire des repas en respectant la distanciation physique, mais tout en permettant quand même les échanges sociaux qui sont quand même tout à fait nécessaires aussi. Donc voilà. L'idée est donc, première étape, choisir le processus que vous souhaitez analyser. L'analyse en elle-même, bah, c'est d'identifier les risques potentiels. Alors, en quoi ça consiste? Il faut vraiment modéliser le processus ou son fonctionnement. Donc, c'est préciser le périmètre à étudier, les interfaces, les enjeux. C'est décrire le processus selon ces étapes. Alors, ce qu'on vous propose ici, c'est de réfléchir à ce que vous faisiez avant, par exemple votre procédure de repas. Comment est-ce que les résidents arrivaient dans la salle de restaurant? Qui allait les chercher? Qui faisait quoi? Où est-ce qu'on les installait? Est-ce qu'il y avait des règles à respecter à ce moment-là? Aussi identifier les métiers concernés. Est-ce que c'était une infirmière qui allait chercher certains résidents, d'autres pas? Euh, Par rapport aux distributions des repas dans la salle, qui fait ça, etc. Et l'idée alors, c'est de constituer une équipe multidisciplinaire. Donc, si vous prenez par exemple le processus des repas, ben voilà, ayez quelqu'un de la cuisine et quelqu'un de l'infirmière. Enfin, voilà. Ça, en fonction de votre contexte, en fait, essayez de constituer une équipe qui pourra modéliser ce processus étape par étape de qui fait quoi, comment, pour pouvoir alors analyser les risques qui sont potentiellement présents dans chaque institution, dans chaque étape. Alors, c'est un tableau qu'on fournira par la suite aussi. Je vais faire un exemple après, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, ici par exemple, vous avez un tableau qui permet de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc si vous vous penchez par exemple sur la coordination, la supervision des activités de nettoyage, vous devez identifier chaque étape du processus. Donc, par exemple, la femme de ménage arrive à la maison de repos, elle prend son matériel, elle monte à l'étage, elle, elle entre dans une chambre, elle nettoie la chambre, qu'est-ce qu'elle fait pour la prochaine chambre, etc., etc. Et vous devez identifier les risques. Donc, c'est par exemple, elle va être exposée au virus, peut-être potentiellement. Est-ce que le matériel qu'elle va utiliser, est-ce qu'elle va utiliser le même chiffon dans chaque chambre? Est-ce qu'elle doit changer dans chaque chambre? Vous allez identifier les causes et puis penser avec donc, cette équipe multidisciplinaire que vous aurez mis sur pied. Donc ici, par exemple, pour le nettoyage, bah, travailler avec votre personnel de nettoyage si c'est possible et de réfléchir à voilà, une type de barrière, une action de maîtrise ou d'amélioration que vous pouvez mettre en place pour après voilà, définir qui fait quoi quand, comment et de programmer vraiment les actions à faire. Je mettrai un exemple plus concret par la suite. Donc, voilà, c'est un peu un tableau qui permet de structurer cette analyse selon une démarche projet avec la liste des étapes
une analyse des risques avec une genre de fiche projet de qui fait quoi, pour quand et comment. Alors, ici, ce qui est important dans cette analyse, c'est que étape par étape, vous allez identifier de potentielles défaillances, quels sont leurs effets, quelles sont leurs causes. Et donc, vous allez devoir aussi identifier voilà, quelles barrières vous pouvez mettre en place. Et c'est ces barrières-là que vous allez peut-être pouvoir trouver dans des recommandations ou dans les règles à respecter ou dans les exigences législatives, qui sont toujours d'application également. Et donc voilà, c'est un petit peu aller rechercher un peu à gauche, à droite ce que vous pouvez mettre en place par rapport à l'analyse que vous aurez faite, qui sera propre à votre institution. Alors vous allez évaluer le risque. Ici, vous allez voir, c'est un tableau qui sera donc fourni aussi par la suite aussi. Et donc, je vais en énumérer deux. Vous avez par exemple voilà, un niveau de risque moyen. Vous vous dites, bah oui, on a débuté une démarche de gestion des risques par rapport au dépistage Covid, etc. On a des procédures, des consignes qui sont écrites. Notre personnel est formé. Euh, on a une organisation partielle, conforme aux exigences et les incidents sont identifiés, mais on pourrait encore améliorer la situation. Voilà, à vous quelque part d'identifier le niveau de risque. Par contre, si vous avez des éléments qui ne sont absolument pas pris en compte dans votre institution, voilà, on rentre dans une logique de il n'y a pas de procédure ni de conduite encore qui définit par rapport à un virus, quand est-ce qu'il faut se laver les mains, pas se laver les mains. On n'est pas, votre personnel n'est pas informé, pas formé, on n'est pas réglementaire, on n'a pas pu repérer pour le moment encore ce qui est fait ou pas fait. Donc voilà, il faut commencer là où vous avez encore rien mis en place. Donc, c'est intéressant de pouvoir évaluer un risque en fonction de cette échelle d'évaluation. Alors, attention, parfois le risque peut être subjectif. Donc, on vous a dit, essayez de travailler en groupe. Ne faites pas ça tout seul dans votre bureau, en tant que directeur en tout cas, parce que vous avez besoin vraiment des gens qui sont sur le terrain, qui vivent au jour le jour avec les résidents et qui sont vraiment soumis à la situation. Et donc voilà, c'est intéressant d'avoir quand même cette subjectivité dans le risque qui est propre à chaque individu. Et il faut prendre en compte l'avis de chacun. S'il y a une personne qui se sent vraiment à risque de faire quelque chose, voilà, essayez de travailler au maximum pour trouver la solution ou l'action qui pourrait voilà, diminuer ce risque-là au maximum. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire valider l'analyse au terme de chaque étape pour pouvoir avancer petit à petit sans arriver avec une analyse des risques terminée, faite, que vous imposez à tout le monde. Quatrième étape, c'est alors identifier des actions de prévention. Alors, lesquelles? Ça, c'est une grosse question. L'APAX n'a pas de réponse pour vous. Les recommandations que vous allez voir par la suite sont un élément de réponse, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Ce n'est pas une recette de A à Z, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que vos institutions, ce sont des contextes différents. Vous avez des profils de résidents différents. Vous avez un personnel qui est disponible ou qui ne l'est pas. Vous avez été affecté fortement ou pas par le virus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez en fonction de votre contexte, avec votre personnel, pour essayer de trouver l'action qui permettra de contenir le risque un maximum. Et c'est donc rédiger alors en conséquence un plan d'action qui pourra être mis en place par la suite. La cinquième étape, c'est donc suivre les risques et pérenniser les résultats. Alors ici, on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, comme j'ai pu déjà le dire plusieurs fois. Et c'est donc s'assurer que de la pertinence du processus et de ces étapes, vous avez mis en place quelque chose, d'accord? Est-ce qu'il y a des nouvelles recommandations qui sont tombées, qui ont été publiées? Est-ce qu'il faut maintenant laisser tomber, par exemple, une distanciation physique d'ici 2, 3 mois? Pourquoi pas? Voilà, il faudra réévaluer à ce moment-là la situation, le processus, pour adapter selon un cycle PDCA, SA, si vous le souhaitez, euh, de se dire, ouais, voilà, on avait mis quelque chose en place, ça a fonctionné, ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on peut faire que ça fonctionne quand même? Ou voilà, une nouvelle recommandation a été publiée, on n'est plus obligé de faire ceci, il faut qu'on adapte le processus pour que ça soit d'une part peut-être plus facile pour le personnel de travailler, pour que les résidents aient plus de contacts, etc. Donc voilà, évaluer et réévaluer sera aussi une partie de votre quotidien, les mois à venir, pour que toute cette démarche de gestion des risques en déconfinement soit maintenue. Alors,
c'était très théorique, on va dire. J'ai essayé de prendre un exemple. Je ne l'ai pas tout à fait complet parce que je ne travaille pas dans une maison de repos et comme je l'ai dit, chaque institution est différente, vous avez des contextes différents. Donc l'idée ici que je vous propose, c'est voilà, vous allez réactiver tout ce qui est coiffure et manicure. Alors, j'ai dû scinder les 2 tableaux, vous allez voir, mais c'est une continuité juste pour avoir, un slide lisible. Donc, quand vous voyez dans la colonne étape processus, voilà, vous allez voir que, il y a une prise de rendez-vous quelque part, qui doit être faite après d'une coiffeuse, d'une professionnelle. L'identification du risque, c'est que comme avant, je ne sais pas comment ça se faisait chez vous, mais donc voilà. Moi, je suis dans une institution où avant, le résident venait à l'accueil près du desk pour prendre rendez-vous ou passait par le local de la coiffeuse pour prendre rendez-vous. La cause qui pourrait être voilà, d'un risque, c'est il n'y a pas de respect de la distance, il n'y a pas de port de masque, il n'y a rien du tout qui est mis en place. C'est un risque de contamination si c'est le cas. Quelles sont les causes? C'est une proximité, une ancienne habitude qu'on avait. Alors, ce que je propose, moi, dans mon action ici, c'est de faire que dorénavant, tous les rendez-vous se passeront par téléphone. Donc, le résident en chambre aura son téléphone à disposition, qui pourra appeler l'accueil, qui dispose d'un recueil des rendez-vous. Alors, comme vous le voyez, je suis déjà en dessous dans mon tableau, mais donc c'est une action de prévention, c'est une barrière de prévention. Je n'ai pas envie qu'il y ait une contamination. Et dans la dernière partie, dans les actions à programmer, donc c'est communiquer à tous les résidents le numéro qu'il faut appeler s'ils veulent prendre rendez-vous chez le coiffeur et faire en sorte qu'il y ait toujours ce carnet de rendez-vous à l'accueil qui soit géré par la personne X de tel jour à tel jour, etc. etc. Si on prend la deuxième étape que j'ai pu identifier, c'est comment est-ce qu'on va déplacer le résident vers le lieu où sera le coiffeur. Alors, identification des risques, pourrait croiser un autre résident et n'être pas protégé, donc risque de contamination, ou même avec un membre du personnel. Les causes de ça, il n'y a pas le port du masque, non-respect de la distance, etc. Alors, ce que je propose comme type de barrière, c'est d'accompagner le résident de porte à porte, après avoir vérifié qu'il y ait bien un bon port du masque et que le lavage des mains soit respecté aussi bien par le résident que le membre du personnel. Alors, qui fait quoi quand comment? J'aurais assigné une infirmière, une assistante sociale, en tout cas quelqu'un de personnel qui s'est attribué à cette tâche, que ce soit pour le matin et puis pour l'après-midi, voilà, en fonction des ressources que vous avez en interne, qui va chercher chaque fois les rendez-vous et qui les amène dans le local qui est dédié. Encore une autre étape dans le processus, comme ça je termine sur cet exemple, c'est comment accueillir la coiffeuse qui qui est externe à l'institution. Le risque pourrait être qu'elle soit infectée par le Covid sans le savoir. Et elle peut aussi elle-même être mise à risque d'être contaminée par quelqu'un au sein de l'institution qui serait asymptomatique, etc. Donc, les types de barrières ici, vous allez l'entendre aussi, ce qui est prévu dans les recommandations, mais c'est d'assurer un dépistage de la coiffeuse à l'entrée avec déclaration sur l'honneur signée, avec respect des procédures, par exemple. Et au sein de l'institution, elle porte un masque, elle change sa blouse à chaque fois qu'il y a un nouveau résident, elle se lave les mains ainsi que son matériel. Ici, on parle alors voilà, de barrières de prévention et de détection. On va déjà dans un pas plus loin. Si jamais il y a quand même eu quelque part une infection, on essaie de le détecter avant. Action à programmer, prévoir les tests, prévoir les déclarations sur l'honneur, les procédures, prévoir le savon pour qu'il soit à quantité, etc., etc. Donc voilà, c'est un tableau qui vous permet de cartographier les risques étape par étape. Je ne l'ai pas fait en profondeur, c'est vraiment juste un exemple pour vous montrer comment ça peut fonctionner dans votre institution. Vous pouvez aussi donc utiliser un fichier comme je vous l'ai montré là, qui est vraiment très complet, ou alors le prendre d'un peu de manière plus plus light, si on veut. Et donc, vous pouvez dire, voilà, par rapport à la reprise des activités coiffure et manicure, il y aura qu'une coiffeuse qui pourra venir dans l'institution et que elle ne pourront pas travailler à deux. Il faudra prendre les rendez-vous seront pris par les résidents ou via la secrétaire et le résident vient seul. Quand est-ce que ça aura lieu? Du lundi au vendredi.
comment? Ben, les résidents sont accompagnés par les soignants ou se déplacent seuls. Voilà. Au sein de la maison du lieu, bah, le coiffeur porte, l'équipement de protection individuelle, masque sur l'eau, charlotte, tout ce qui va avec. Le résident, qu'est-ce qu'il doit porter? Il faut désinfecter le siège après chaque utilisation, et cetera. Où est-ce qu'on peut le faire? En chambre, en salle de bain, en salle dédiée? Voilà. Un petit peu à voir comment vous pouvez modéliser, en tout cas, ce nouveau processus pour pouvoir contenir au maximum les risques. À ce stade-ci, vu que je viens de présenter vraiment l'outil pratico-pratique d'évaluation des risques, est-ce que certains ont des questions? Je ne sais pas s'il y a eu des questions par le chat, je vois qu'il y a rien eu. Je laisse juste 2 petites secondes, le temps aux gens réagir. Normalement, vous pouvez réactiver votre micro si jamais vous avez une question ou lever la main. Je sais qu'il y a aussi l'option lever la main. Alors on voit que vous avez une question par rapport à l'outil. Voilà, si jamais voilà. Au cas où, si jamais vous avez des questions par rapport à cet outil, nous restons tout à fait à disposition pour, réexpliquer certaines étapes ou vous proposer une certaine aide dans, un premier exercice que vous essayerez de faire et du coup, maintenant, je passe la parole à Laurence qui va repasser en revue, du coup, les recommandations générales qui ont été émises, en Belgique par rapport à ce déconfinement. Laurence, je te laisse la parole. Voilà, alors, en ce qui concerne les recommandations générales pour, préparer les maisons de repos au déconfinement, donc comme Laure l'a très justement dit, nous on se positionne en tant qu'experts méthodologiques et non des experts de la santé. Donc on a été chercher des informations pour vous parce qu'on avait entendu ce besoin d'informations claires, précises, qui n'étaient pas contradictoires. Donc voilà, je vais un peu vous présenter tout ça. Il faut savoir que ces recommandations nous viennent, principalement de Sciensano, de la Vic et également d'Iriscare. Donc ce sont les sources principales qu'on a utilisées, que vous allez pouvoir retrouver en fin de présentation qui vous sera envoyée, dans les jours à venir. Alors, ce sont des recommandations générales, mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire preuve de bon sens et adapter ces recommandations à votre institution, à votre contexte, à votre infrastructure, à vos équipes. Donc voilà, ce sont des recommandations générales, mais qui doivent être adaptées. Je ne sais pas si c'est moi qui ai accès au changement de slide, je ne pense pas. Donc, Laure, c'est toi qui dois t'en charger. Très bien, merci. Donc voilà, alors, première chose, les mesures d'usage en tout temps, en tout lieu. Vous avez pris ces habitudes normalement dans ces dernières semaines et ce sont des choses qui sont toujours d'actualité pour tout le monde et partout. C'est le port du masque, l'hygiène des mains et la distance de sécurité. Alors évidemment, c'est à adapter en fonction des ressources que vous avez, des endroits dans lesquels se déroulent les activités, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui va revenir très souvent dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, également, ce qui est important, c'est de séparer vos résidents qui sont déterminés Covid positifs et ceux qui le sont suspectés, peut-être pas confirmés, mais suspectés, ainsi que vos résidents qui sont Covid négatifs. Alors, on sait que ça dépend un petit peu selon les institutions. Il y en a qui ont eu beaucoup de cas, il y en a qui ont eu très peu de cas, il y en a qui ont fait des cohortes, d'autres où ce n'est pas le cas. Donc, vous verrez que dans les recommandations, on aborde également ces sujets-là. Alors, il faut savoir que vous devez également garder les recommandations d'hygiène générale, donc tout ce qui est éternuer dans son coude, se laver les mains un maximum, utiliser des serviettes en papier à usage unique pour s'essuyer les mains après se les être lavées, éviter les contacts rapprochés, ne pas se toucher le visage. Tout ça, c'est toutes des choses qui sont encore d'actualité et qu'il faut rappeler à vos résidents et à votre personnel. Alors, pour ce qui est de l'organisation du travail et de la vie quotidienne, en général, comme les mesures de sécurité, donc le port du masque, l'hygiène des mains et la distance de sécurité sont toujours d'application, c'est important d'avoir des masques en suffisance ainsi que de la solution hydroalcoolique en suffisance et à disposition de tout le monde, que ce soit dans les endroits stratégiques comme
l'entrée ou la sortie d'un local qui est fort fréquenté, etc. C'est vraiment important de mettre toutes ces choses-là à disposition. À côté de cela, pour le personnel, c'est important d'avoir des ressources en suffisance au niveau de l'équipement de protection individuelle, donc tout ce qui est blouse, masque, visière, gants, tout ça, c'est des choses à prévoir pour votre personnel qui sera en contact avec les patients Covid. Pour le personnel, à nouveau, au niveau de l'uniforme, le change de l'uniforme doit être fait au quotidien. L'uniforme doit être lavé et gardé dans l'institution, ne peut pas sortir de l'institution. C'est d'ailleurs recommandé également que le personnel ait des chaussures spécifiques pour l'institution, ce qui est normalement déjà le cas. Alors, un nombre limité de personnes dans les vestiaires, ça c'est aussi quelque chose qui est recommandé, à savoir une personne pour 4 mètres carrés. Donc, si vous avez une pièce de 16 mètres carrés, vous pouvez avoir 4 personnes dans la pièce qui doivent évidemment rester à distance. Et ces vestiaires doivent être régulièrement aérés et nettoyés. Ça, c'est assez important. Donc voilà pour le personnel. Alors pour les résidents, donc comme je vous l'ai dit, il y a toujours les mêmes mesures qui sont d'actualité au niveau de l'hygiène, mais c'est important de leur rappeler, de les afficher dans votre institution, aux endroits de passage, aux endroits où l'hygiène est encore plus important. Je pense notamment dans les toilettes ou près des ascenseurs, etc. Donc vraiment l'affichage des mesures au maximum, mais également la mise en place de barrières et de marquages au sol. Un sens de la circulation peut éventuellement être envisagé, vraiment essayer de simplifier la compréhension au maximum pour les résidents. Alors pour ce qui est de l'usage de l'ascenseur, ça aussi c'était une question qui était revenue la dernière fois, donc il faut l'éviter, même si on sait que c'est difficile, ou en tout cas le limiter. Alors je m'explique, essayer qu'il y ait le moins de personnes possible dans l'ascenseur, et si on ne sait malheureusement pas respecter cela, que les personnes se mettent dos à dos dans les ascenseurs. Ces endroits devront évidemment être régulièrement nettoyés également. Et alors pour ce qui est des zones de passage, donc si vous avez des distributeurs dans vos institutions ou près des toilettes ou dans les douches, à nouveau, c'est des zones qui doivent être régulièrement aérées, nettoyées et dans lesquelles il doit y avoir le matériel euh, relatif à l'hygiène des mains. Alors, pour ce qui est des activités récréatives, donc c'est un point qui est assez important parce que voilà, le confinement a pesé sur vos résidents et c'est quelque chose qui va leur faire énormément de bien de revoir des prestataires qui vont pouvoir faire différentes activités avec eux. Alors, pour ces activités, il faut savoir que le nombre de personnes doit de nouveau être limité, donc à nouveau à une personne pour 4 mètres carrés. Une distance de sécurité doit être respectée. Les activités doivent idéalement se faire en extérieur lorsque c'est possible et à nouveau, les patients Covid positifs ou suspectés et les patients négatifs doivent être séparés. Donc, si c'est le cas et que vous avez des patients Covid et des patients non Covid, euh, alors soit vous pouvez faire vos activités dans deux grands espaces différents, soit dans une même pièce à des moments différents. À savoir que cette pièce doit être facilement aérée et facilement désinfectée. Donc, par exemple, si vous avez une activité qui nécessite que tous vos résidents soient assis, eh ben, ce serait bien de privilégier du matériel en plastique, par exemple des chaises en plastique pour plus facilement les désinfecter. Une pièce avec des fenêtres est à privilégier également. Donc voilà, ça c'est un peu les principes de base pour les activités récréatives. À savoir également que les sorties sont interdites en dehors de l'institution. Donc les résidents doivent se maintenir dans l'institution ou dans la terrasse ou le jardin. Alors, toujours concernant les activités récréatives, mais à nouveau avec des précisions selon le statut du résident. Donc, les résidents Covid négatifs doivent, dans, dans le meilleur des cas, porter un masque chirurgical ou en tissu à chaque fois qu'ils sont en contact avec d'autres personnes. Maintenant, si ce n'est pas possible, il faut respecter la distance de sécurité. Donc, de nouveau, le maximum de 5 participants par activité, idéalement. Et alors, si possible, un groupe fixe et identique pour les repas et les activités. Donc, un système de rotation est toujours plus facile si vous avez, par exemple,
des résidents qui sont dans un même couloir, qui se connaissent bien et qui font souvent leur activité ensemble, et peut-être organiser un système de rotation par rapport à ça. Alors, les résidents qui sont suspectés Covid, qui ont des symptômes mais pour lesquels vous n'avez pas eu encore de confirmation, euh, les activités doivent se faire en chambre et les animateurs doivent porter l'équipement de protection individuelle. Et pour ce qui est des résidents Covid positifs, toujours l'équipement de protection individuelle pour les animateurs. Si vous n'avez pas de cohorte dans votre institution, les activités se font en chambre. Et si vous avez une cohorte, donc un groupe de patients Covid, les activités peuvent se faire par 5 maximum dans un grand espace aéré et avec les distances de sécurité. Alors, pour ce qui est des visites des prestataires externes. Alors, par prestataire externe, on entend les paramédicaux, mais également les prestataires comme les pédicures, les coiffeurs, etc. Alors, leur venue doit être fixée au préalable. Ils doivent choisir d'un rendez-vous qui perturbera le moins vos soins possibles. Ils doivent également s'enregistrer dans un registre d'accueil. Alors, ils vont devoir remplir une déclaration sur l'honneur qui atteste que depuis qu'ils n'ont pas eu de symptômes dans les 14 jours qui précèdent leur venue. Donc, ni fièvre, ni symptômes d'une affection respiratoire. Un modèle de déclaration est disponible sur le site de la VIC. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Par rapport aux mesures de l'institution, donc tout ce que vous mettez en place, vous devez en informer les prestataires qui viennent chez vous. Je pense par exemple aux pédicures, aux coiffeuses, au personnel qui n'est pas médical, donc pas un kiné ou une logopède qui vient de l'extérieur. Un rappel de l'hygiène des mains correcte et du port du masque peut toujours être utile. Alors, pour ce qui est du personnel médical, là, il y a des références, il y a des procédures spécifiques à leur profession sur le site de Scienzano qui seront repris à la fin de la présentation. Pour ce qui est des pédicures, idéalement, il faudrait que la personne soit présente le même jour pour tout le monde, qu'elle utilise du matériel à usage unique ou stérile et qu'elle prévoit, après sa prestation, 15 minutes pour nettoyer son matériel, aérer la salle et désinfecter l'environnement. Pour ce qui est des coiffeurs, c'est un résident à la fois, un changement de cap et une désinfection des surfaces et du matériel. Et alors, le port du masque pour les résidents, à nouveau, je le rappelle, est nécessaire lorsque c'est possible dans le cadre des activités qui sont mises en place par les prestataires. Alors, à nouveau, en fonction du statut des résidents, la visite des prestataires se fait de façon différente. Donc, si le résident est négatif au Covid-19, les soins se font soit en chambre, soit dans un local spécifique aux soins, soit dans une grande salle commune qui peut être désinfectée et aérée de manière facile et rapide pour la continuité des soins. Au niveau des résidents qui sont suspectés, mais malheureusement, les soins doivent se faire en chambre dans le doute et le personnel paramédical devra porter le- l'équipement de protection individuelle. Alors pour les résidents Covid, toujours la même chose. Si vous avez une cohorte, non, il y a une erreur dans le PowerPoint. Si vous avez une cohorte, il y a un espace spécifique aux patients Covid-19, mais si vous n'avez pas de cohorte, tout doit se faire en chambre. Et alors, les paramédicaux doivent porter toujours l'équipement de protection individuelle et éviter les exercices qui vont susciter un essoufflement ou une expectoration de la part des résidents. Donc ça, c'est une adaptation qui doit être faite de la part des professionnels de la santé. Et alors, toujours le port du masque et la stérilisation du matériel pour les prestataires externes. Alors, des petites précisions pour les paramédicaux. Donc, les activités, en fonction du statut du patient, doivent se faire de manière séparée. Mais si un prestataire est amené à avoir des patients à statut différent, il doit commencer par les résidents qui sont négatifs au Covid, ensuite les patients suspectés et enfin les patients positifs pour éviter la transmission du virus.
Pour ce qui est du programme de soins, mais donc j'en ai déjà parlé, les activités à adapter, pour éviter la transmission des germes, l'usage du matériel stérilisé ou à usage unique, le port du masque et de l'EPI. Alors, si vous avez dans votre institution un local spécifique kiné ou ergo, par exemple, ces locaux peuvent totalement être utilisés, mais uniquement pour les résidents négatifs. Et alors, entre les différentes tournantes, c'est important de nettoyer ces locaux et de les aérer au maximum. Et alors, si ce n'est pas possible, eh bien, de réaliser des tournantes et que vous voulez avoir plusieurs patients en même temps, il faut évidemment respecter les distances de sécurité. Et donc, les mesures propres à la profession, j'en avais déjà parlé pour les kinés et les autres prestataires de santé se trouvent sur Ciensano. Alors, concernant la visite des médecins, donc il ne peut pas y avoir de visite spontanée du médecin. Le médecin doit toujours prévenir l'institution. Quand est-ce que cette visite est nécessaire? Eh bien, si un résident présente des symptômes de Covid-19, que vous pouvez également retrouver sur le site de Cienzano, et si le patient présente une modification de son état clinique, psychique ou de son comportement, ou également une altération de son alimentation ou de sa façon de s'hydrater. Donc, je pense à des patients qui auraient une dégradation de l'état général suite aux conditions un petit peu spéciales de cette période. Eh bien, voilà, en fonction de ces différents critères, ça pourrait être intéressant de contacter le médecin, mais en dehors de ces deux conditions-là, il faut limiter les visites des médecins extérieurs à l'institution. Alors, comment est-ce que ça se passe? Mais donc, le choix de cette visite doit se faire en concertation entre l'équipe infirmière, le résident ou ses représentants. Et il faut également en informer la direction et convenir d'une plage horaire qui convient le mieux à l'organisation de vos soins. Où est-ce que ça se fait? Soit dans la chambre de résident, soit dans un local spécifique pour les consultations médicales, ou du moins un local qui s'y prête, qui à nouveau doit être aéré et désinfecté. Alors, concernant les visites des proches, donc il y a une série de consignes pour les visites des proches qui sont valables pour tout type de visite. Alors, le visiteur doit avoir fixé un rendez-vous avec l'institution avant de pouvoir venir et ne peut venir que pendant une certaine durée limitée et doit être seul. Donc ça, c'est quand même des éléments assez importants à respecter. Il doit évidemment respecter l'hygiène des mains et la distance sociale. À son arrivée, il doit être inscrit dans un registre des visites qui devrait être tenu à l'accueil de l'institution. Il doit également remplir, comme les professionnels externes, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'a pas eu de symptômes dans les 14 jours précédant sa venue. C'est important d'organiser également plusieurs tranches horaires pour qu'il n'y ait pas des visites trop importantes en même temps et également pour ne pas trop perturber le déroulement de vos soins. Les mesures d'usage, donc tout ce qui est mesures de sécurité, distance sociale, hygiène des mains, etc., doivent également être affichées à destination, enfin, il doit également y avoir des affichages à destination des visiteurs. Une piqûre de rappel n'est jamais de trop. Alors, durant leur visite, les visiteurs doivent éviter d'utiliser les sanitaires et de toucher l'environnement du patient et également éviter les activités qui nécessiteraient le retrait de leur masque, comme par exemple boire un café lorsqu'ils viennent voir leurs proches. Après la visite des proches, un nettoyage et une aération de la zone doit être effectué. Si symptômes ou maladie, pas de visite, que ce soit peu importe les symptômes, la toux, la fièvre, il est nécessaire d'éviter les visites pour les proches dont c'est le cas. Et si les visites peuvent se dérouler en extérieur, c'est quelque chose qu'on encourage fortement, histoire d'éviter la transmission des germes ou de faciliter la distanciation sociale lorsque c'est possible et évidemment lorsque le temps le permet. Et donc tout ça englobe également, comme je l'ai dit depuis le début, c'est beaucoup de répétitions, mais c'est important, la distance de sécurité, l'hygiène des mains et le port du masque.
En ce qui concerne la distribution du courrier, beh, vous avez probablement déjà rencontré, ces cas-là, mais voilà, c'est des recommandations qu'on a lues et qu'on pensait intéressantes de rappeler. Donc les colis reçus doivent être stockés dans un sas, de réception et gardés en quarantaine pendant 48 à 72 heures avant d'être distribués. Les dons périssables sont, à éviter, donc si des proches veulent amener de la nourriture, par exemple, c'est à éviter, mais si ce n'est pas le cas, si vous avez des dons périssables, c'est important d'enlever l'emballage avant de les donner, aux résidents. La livraison et la réception des colis doit être précédée, et suivie d'une hygiène des mains, évidemment. Et comme, pour, les prestataires externes qui devaient voir plusieurs patients, on suit la même logique, on va toujours des résidents négatifs vers les résidents positifs. En ce qui concerne, les repas des résidents, mais donc toujours bien réaliser une hygiène des mains avant et après, respecter les distances de sécurité et l'aération de la salle. Si possible, organiser les repas par étage, à nouveau réaliser des tournantes, pourquoi pas, ou plusieurs tranches horaires de repas pour éviter au maximum la fréquentation trop importante d'une même pièce. Organiser des places assises, de façon à respecter la distance de sécurité. Le nettoyage et la désinfection de la zone après chaque repas. Donc à nouveau, c'est toujours un petit peu la même chose. Pour ce qui est des résidents Covid négatifs, une grande pièce aérée à désinfecter et à nettoyer, et aérer. Pour, les résidents Covid-19 suspectés, malheureusement, le repas doit se faire en chambre. Et pour les résidents Covid-19, en fonction de si vous avez une cohorte ou pas, ça se fait soit dans la chambre ou dans, une même pièce pour tous, les résidents Covid positifs. Alors au niveau de la cafétéria interne, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est toujours intéressant de le rappeler pour les gens dont c'est le cas. Donc cette cafétéria est réservée uniquement aux membres du personnel et aux résidents négatifs. Ce sont les mêmes règles que pour les repas, donc on vous invite à procéder à des rotations, à des groupements, à des tournantes, à une désinfection fréquente et régulière, surtout des zones qui sont plus fréquentées. Je pense par exemple à nouveau aux distributeurs, s'il y a une fontaine à eau, etc. C'est vraiment des zones auxquelles le personnel d'entretien doit faire fort attention. Un sens de circulation, toujours intéressant de mettre en place. Une file d'attente avec des marquages au sol. Éviter s'il y a des files qu'il y ait trop de personnes au même endroit, parce que même s'il y a une distanciation sociale, dans certaines zones, c'est parfois pas facile. Donc, faire ça plutôt par tournante. Alors, à nouveau, des plages horaires, limitation du nombre de personnes dans les zones fréquentées, c'est ce que je viens de dire. Désinfection et nettoyage régulier, ainsi que hygiène des mains et distance physique. Voilà, il y a beaucoup de répétitions malheureusement, mais je pense que mieux vaut, prévenir que guérir et donc voilà. En ce qui concerne le personnel des collectivités, beh, donc c'est toujours la même chose. Ils doivent appliquer les mesures de prévention, et de protection personnelle telles que décrites dans les procédures transmises par les autorités. Je pense notamment au personnel de cuisine. À la fin du document, vous aurez les recommandations de l'AFSCA, et du SPF Économie qui ont repris les points essentiels qui en fait reprennent le port du masque, l'hygiène des mains et la distance sociale et tout simplement du bon sens au niveau de son comportement en général. Alors, pour ce qui est de la désinfection de l'environnement et de la gestion du linge, c'est probablement des choses auxquelles vous avez déjà dû faire face ces derniers temps, mais voilà, petite piqûre de rappel. Donc, une aération et un nettoyage régulier avec une solution chlore 1000 ppm, ça c'est la solution qui est recommandée. Une attention particulière pour les endroits communs, les toilettes, les douches, les endroits où il y a les repas, les endroits où il y a les activités, c'est vraiment les endroits sur lesquels il faut être attentif. Donc, le matériel de nettoyage doit être lavé à température élevée. Je pense aux chiffons, etc. Ça doit être lavé régulièrement et à température élevée. Le retrait du linge par la famille se fait selon les modalités de l'institution. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous avez mis en place ces dernières semaines. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir un sas, par exemple, qui est réservé à ça, au dépôt et au retrait du linge.
dans un contenant fermé évidemment et il est toujours recommandé d'isoler ce linge pendant 48 à 72 heures. Pour la distribution du linge, de nouveau, aller des patients Covid négatifs vers les patients Covid positifs et nettoyage des endroits qui sont fort fréquentés comme les distributeurs ou des surfaces qui sont fort fréquentées ou du matériel comme les smartphones ou les tablettes. Ça, c'est à nouveau un point d'attention particulier. Alors, pour ce qui concerne le dépistage, donc ça, c'est par ordre de priorité. Alors ici, c'est la source que nous avons, c'était la VIC qui s'est basée sur les recommandations de Cienzano. Euh, donc, toute personne qui répond à la définition d'un cas possible de Covid devrait être dépistée. Ça va faciliter votre organisation de savoir qu'un de vos résidents est Covid ou pas. C'est vraiment la première personne prioritaire pour ce qui est du dépistage. Également, les personnes qui sont en contact et qui le savent, par exemple, je pense à un infirmier qui travaille mais qui sait qu'à la maison, sa femme est positive au Covid, il doit faire le dépistage car il est vraiment à risque. Donc voilà, ça c'est les 2 premiers cas. Et alors, en effet, en fonction de la capacité de dépistage ou non, c'est toujours bien de dépister les personnes qui viennent pour la première fois dans une collectivité résidentielle. Je pense notamment à tous les prestataires externes qui vont faire un retour dans vos institutions. C'est toujours bien qu'ils aient été dépistés avant de venir chez vous. À nouveau, ça dépend un petit peu de la disponibilité des tests. Alors pour la suite, je vais me dépêcher parce que c'est très long, tout ce dont je vous parle, et nous n'avons plus beaucoup de temps. Laure, si tu sais juste changer la slide, parfait. Donc pour les professionnels testés positifs, idéalement un isolement de 7 jours est recommandé pour ces professionnels-là. S'ils ont des symptômes légers et ils ont été isolés pendant 14 jours, ils peuvent revenir avec un masque chirurgical. Pour les cas plus sévères, le retour est permis seulement s'il n'y a pas de fièvre pendant 3 jours et s'il y a une diminution des symptômes respiratoires. Et idéalement, si ce n'est pas possible si ce n'est pas possible de faire autrement, si c'est possible, qu'ils prennent en charge les résidents qui sont Covid positifs. Pour les résidents qui sont testés positifs, ben ça, je l'ai dit tout au long, c'est idéalement dans leur chambre ou dans leur cohorte qui doivent être pris en charge par le personnel Covid positif ou, si ce n'est pas le cas, qui doit porter un équipement de protection individuel. Ils sont considérés comme négatifs 14 jours après la fin des symptômes, ça c'est important, et toujours respecter les 3 mesures phares, le port du masque, l'hygiène des mains et la distance sociale. Donc voilà ici toutes les recommandations dont je vous ai parlé tout au long de la présentation de ces recommandations, enfin tous les documents voilà, qui vous seront fort utiles. Il y a vraiment différentes sources, ça vaut la peine d'aller fouiller parce qu'ici on vous a fait un gros résumé, mais ils vont plus en détail et je pense que c'est assez important de se penser là-dessus pour que vous soyez plus serein à l'avenir. Voilà. Donc maintenant qu'on vous a présenté tout ça, le but ici aussi, en plus de l'accompagnement qu'on vous fournit et des ressources qu'on vous propose, c'est surtout d'avoir un partage d'expérience. Nous, on veut savoir comment ça se passe chez vous et comment ça se passe chez vous au niveau du déconfinement, vu que c'est notre thématique aujourd'hui. Donc, si dans les participants de cet appel, certaines personnes veulent parler d'une mesure qu'ils ont mise en place pendant cette période de déconfinement, qu'ils trouvent vraiment qui a bien fonctionné chez eux et qui pensent que c'est important de le, de le partager, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Voilà, nous, on aimerait savoir comment ça s'est passé chez vous et qu'est-ce que vous avez à nous partager à ce sujet-là. Alors pour rester dans les temps, au niveau de la PACS, on a mis en place un formulaire de soumission qui vous sera transmis par mail par la suite. Donc voilà, si jamais vous avez, après la réunion, eu le temps d'un petit peu atterrir et de réfléchir à éventuellement quelque chose que vous auriez mis en place, ben voilà, c'est l'occasion de la partager. L'objectif est que ça soit publié sur notre site web et puis transmis, en tout cas via les fédérations, à tous les membres qui sont intéressés par cette initiative.
Alors, je propose pour clôturer, de revenir avec vous tout simplement sur, la suite des réunions qui sont prévues. Alors, il y avait un planning général, qui est donc affiché ici. Certaines réunions thématiques qui sont donc en blanc, sont déjà définies. Et nous avons aussi des réunions de suivi ou intermédiaires qui permettraient éventuellement d'identifier d'autres thématiques, qui, émergeraient en fonction de l'évolution de la situation. Alors juste pour rappel, donc le 5 août, il y a une séance qui est prévue sur le soutien psychologique du personnel et des résidents. Donc on l'a vu, on l'a entendu, ce confinement a eu des impacts sur votre personnel et sur vos résidents. Et donc on fera exactement le même travail qu'on a fait aujourd'hui pour vous, un petit peu aller rechercher dans des ressources, des outils qui existent, sur ce que vous pouvez faire ou mettre en place en termes de soutien post-Covid aussi, parce que ce sera, on l'entend au jour le jour. Mais donc, il y a le avant Covid et le après Covid. Comment est-ce que dans un après Covid, on va pouvoir gérer tout ça? Et en septembre, alors, il y aura une séance sur la gestion documentaire et la communication en temps de crise. Donc ça, c'était un retour qu'on avait aussi également lors d'une réunion de brainstorming qu'on avait avec certaines institutions. C'est que voilà, comment faire quand on a un afflux de recommandations qui viennent de gauche à droite, la documentation qui change, qui est mise à jour continuellement. Comment est-ce qu'on pouvait assurer en fait cette gestion documentaire au sein de notre institution et comment est-ce qu'on peut le communiquer de manière rapide et efficace auprès du personnel, des résidents, des familles et ici aussi en temps de déconfinement, quelles sont les pistes les plus intéressantes pour communiquer ces informations. Alors n'hésitez pas non plus si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez qu'on aborde à nous les communiquer. Vous avez notre adresse mail via les emails d'invitation qu'on vous a envoyés. Donc n'hésitez pas à rebondir et à vraiment nous demander ou en tout cas nous fournir des thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on travaille. Dans l'idée voilà, de cette réunion virtuelle qu'on vous a proposée aujourd'hui, qu'on vous propose un outil pratique pour pouvoir alors après mettre en place des recommandations, des outils, des ressources qu'on a pu trouver sur Internet, comme on dit maintenant, mais donc à gauche, à droite. On vous invite aussi à, bien sûr, consulter notre site web, à vous inscrire à notre newsletter, parce que pour le moment, tout est très Covid. Et donc, vous avez une base de données d'outils, de ressources, d'articles. Vous avez vu tous les documents intéressants qu'on vous a mentionnés il y a quelques slides. Bah, ils sont tous repris sur notre site web aussi, dans une base de recherche très facile d'accès. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ça. Alors, pour conclure, j'avais surtout envie de vous dire que l'outil Amdeck que vous avez pu que je vous ai présenté en début peut vraiment être utilisé pour modéliser vos processus, d'étape par étape, identifier les risques et de surtout aller piocher en fait dans les recommandations que Laurence vous a présentées. Qu'est-ce que vous devez faire ou ce qu'on vous recommande de faire? Attention, ce ne sont pas des obligations, ce sont des recommandations. Et de faire vraiment en fonction de votre contexte ce qui est le plus adapté et de vraiment voir, ben voilà, en fonction de votre contexte, avec votre personnel, avec vos résidents, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vraiment gérer cette période de déconfinement au maximum. Et il me reste surtout à dire merci d'avoir participé. Il y a un petit sondage en cours pour avoir un petit peu une évaluation rapide de la réunion, voir si on a répondu à vos attentes. Sinon, pour ceux qui souhaiteraient que des collègues puissent suivre cette réunion aussi, elle sera mise à disposition en ligne sur nos canaux. On vous fournira donc tous les documents, en tout cas cette présentation d'ici demain ou vendredi au plus tard, pour que vous puissiez avoir accès aux différentes sources, différents liens, le fichier Excel avec les tableaux qu'on vous propose également. Donc voilà, on vous remercie de vous être connectés. Et n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous avez des questions par rapport à l'outil en lui-même ou si vous avez d'autres questions, d'autres thématiques à proposer. Nous sommes là pour vous, en tout cas dans cette période de Covid.